On ne disparaît pas d'un coup, on s'efface lentement, et la question qui dérange est simple mais brutale. Comment une femme peut-elle être rayée de l'histoire alors qu'elle a tout vu commencer ? La scène est banale, presque insignifiante. Une fin d'après-midi calme à Neuilly, pas d'orage, pas d'éclat, seulement une lumière douce qui glisse sur les façades propres d'un quartier déjà tourné vers l'avenir. Et pourtant, c'est là que deux trajectoires entrent en collision sans le savoir. L'une destinée à être projetée sous les projecteurs, l'autre promise à une longue marche dans l'ombre. Nicolas a 23 ans. Il vient de prêter serment comme avocat. Il parle vite, trop vite, comme s'il craignait que le monde ne lui échappe s'il ralentissait. Il regarde droit dans les yeux avec cette intensité des hommes qui veulent convaincre avant même d'avoir écouté. Il a ce sourire nerveux, déjà stratégique, et surtout cette ambition immense, presque encombrante, qui déborde de chaque geste. Marie-Dominique en a 25. Elle n'est pas spectaculaire, elle ne cherche pas à l'être. Issue d'une famille stable, catholique, fille d'un pharmacien respecté, elle se tient droite, discrète, presque effacée. Et pourtant, il y a chez elle cette gravité douce, cette solidité silencieuse qui rassure les hommes pressés de réussir, comme un port tranquille après une mer agitée. Leur rencontre n'est pas un hasard romantique, c'est un moment suspendu entre curiosité et calcul, entre désir et stratégie. Lui est déjà conseillé par des figures politiques qui murmurent à son oreille qu'il lui faut une image, un socle, une respectabilité bourgeoise pour adoucir ses angles trop vifs. Elle est fascinée par cette énergie brute, par cette promesse de mouvement. Elle croit voir en lui un homme sincère, travailleur, capable d'offrir un avenir solide, stable, presque rassurant. Dès le premier dîner, leurs mots s'emboîtent comme les pièces d'un pacte tacite. Ils parlent de construction, de projet, de demain. Elle promet d'y croire. Et ce qui ressemble à de l'amour naissant est déjà une alliance, subtile, silencieuse, efficace. Très vite, ils deviennent inséparables. Nicolas parle de ses rêves sans filtre, maire, ministre, un jour président. Il le dit comme d'autres annoncent d'un voyage, avec évidence. Marie-Dominique écoute, soutient, sourit même de son impatience. Autour d'eux, les amis murmurent qu'il ira loin, ce garçon. Personne ne se demande si elle, la jeune femme à son gras, ira quelque part. Et sans que personne ne s'en rende compte, le récit de leur couple se construit à sens unique, centré sur lui, toujours sur lui. Lorsqu'il la demande en mariage, ce n'est pas avec le tremblement d'un amoureux transi, mais avec la certitude méthodique d'un homme qui coche une case essentielle de son parcours. Elle dit oui avec la naïveté de celles qui confondent promesse et destin. Et l'alliance qu'ils échangent ce jour-là n'est pas seulement celle du cœur, c'est celle d'une ambition partagée, lui pour le pouvoir, elle pour la stabilité. Ce n'est pas encore l'amour blessé, mais c'est déjà l'amour stratégique. Sur les photos de fiançailles, tout est visible pour qui sait regarder. Lui, le regard fixé vers l'horizon, elle tournée vers lui. Deux directions différentes figées dans un même cadre. Et personne n'imagine alors que cette scène apparemment anodine deviendra des années plus tard le symbole d'une vie effacée par l'histoire. Le mariage a lieu à l'automne 1982 dans une église sobre, entourée d'une famille discrète et de quelques élus locaux. Rien d'ostentatoire, pas de faste inutile, un mariage bourgeois convenable. Exactement ce que Marie-Dominique espérait, une stabilité. Nicolas sourit, serre les mains, remercie les invités comme un élu déjà en campagne. Il est à l'aise, presque trop. Et ce jour-là, il ne devient pas seulement mari, il endosse les costumes de plus dans son ascension. Ils s'installent à Neuilly, dans un quartier où les façades sont propres et les voisins silencieux. C'est là que naîtront leurs deux fils, Pierre puis Jean. Et Marie-Dominique, fidèle à l'éducation qu'elle a reçue, s'investit entièrement dans son rôle de mère, présente à chaque repas, chaque rendez-vous scolaire, chaque nuit sans sommeil. Elle devient le pilier invisible de cette maison parfaitement tenue. Nicolas, lui, s'éloigne déjà. Avocat, adjoint au maire, puis maire, les réunions s'enchaînent, les déplacements se multiplient. Quand il rentre, c'est tard. Il ébranche les enfants, échange quelques mots, puis replonge dans ses dossiers. Et sans bruit, sans crise, sans éclat, un vide commence à s'installer, un vide qui ne crie pas, qui ne claque pas les portes, mais qui s'infiltre comme une poussière fine entre les murs.
Marie-Dominique tente de raviver la complicité des débuts. Une promenade, un dîner, une lettre glissée dans sa serviette. Mais il est ailleurs, toujours pressé, toujours fatigué. Parfois il lui dit qu'elle ne comprend pas ce que signifie être un homme public, qu'elle est trop dans son monde. Et elle commence à douter, pas de lui, pas encore, mais d'elle-même, se demandant si elle est trop effacée, trop en retrait. Elle s'efforce d'être parfaite, souriante devant les amis, posée devant la presse locale, irréprochable avec les enfants, mais rien n'y fait, elle ne parvient plus à le rejoindre dans sa course. Derrière les murs feutrés de leur maison de Neuilly, le mariage se fissure en silence. Pas de cris, pas de larmes publiques, seulement un homme qui gravit les marches du pouvoir et une femme qui descend lentement les escaliers de l'invisibilité conjugale. Et c'est peut-être là, bien avant toute trahison visible, que commence la véritable fracture, dans cette indifférence installée, cette solitude à deux, ce rôle imposé d'épouse exemplaire dont on attend tout sauf la parole. Et surtout, ne quitte pas maintenant, car ce qui va suivre ne parle plus seulement d'un couple, mais d'un basculement irréversible où l'intime va se fracasser contre l'image publique. Si cette histoire te touche, abonne-toi maintenant pour ne pas perdre la suite, car la partie 2 va révéler le moment précis où le silence devient une arme et où l'effacement se transforme en stratégie. Dis-moi en commentaire, selon toi, à partir de quand une ambition cesse-t-elle d'être un rêve pour devenir une trahison? Et surtout, es-tu prêt à découvrir comment une femme encore épouse devient sans le savoir déjà invisible? La rumeur arrive toujours avant la vérité. Elle se glisse dans les couloirs, dans les silences trop longs au téléphone, dans ces voyages professionnels qui s'ajoutent soudainement à un agenda déjà saturé. Et Marie-Dominique la sent avant de la comprendre, comme un courant d'air froid dans une pièce pourtant fermée. Dans les cercles politiques parisiens, les noms circulent à voix basse, pliés comme des billets qu'on se transmet sans les regarder, et celui de Cécilia Attias commence à apparaître, lumineuse, vive, différente, encore épouse de l'animateur Jacques Martin, mais déjà présente aux côtés de Nicolas, trop présente pour être anodine. Marie-Dominique n'a pas de preuves, seulement des absences plus lourdes, des regards fuyants, une distance qui n'est plus seulement professionnelle, et pourtant elle refuse d'y croire pleinement, parce que croire serait déjà perdre. Elle continue de tenir la maison, de protéger les enfants, de préserver l'image, jusqu'au soir où tout bascule, non pas dans l'intimité, mais sous les projecteurs. Nous sommes en 1988. Elle allume la télévision, presque machinalement, et sur l'écran apparaît Nicolas Sarkozy, costume sombre, sourire éclatant, célébrant en direct le mariage de Jacques Martin et de Cécilia. Maire de Neuilly impeccable, parfaitement à sa place, trop à sa place. Pour Marie-Dominique, c'est un coup sans bruit, mais d'une violence glaciale. Elle connaît ce regard, cette posture, ce n'est pas du théâtre, c'est une déclaration muette, une mise en scène publique de quelque chose qui la dépasse et l'exclut. Et à cet instant précis, l'intuition devient certitude. Elle a été remplacée bien avant d'avoir été quittée. Ce n'est pas l'adultère qui brise tout, c'est l'humiliation publique, cette sensation d'être effacée en direct, sans même avoir été consultée. Dans les jours qui suivent, elle tente d'en parler, calmement d'abord, puis avec une inquiétude contenue. Mais Nicolas évite, se ferme, nie, puis s'agace. L'argument revient comme un refrain mécanique. Tu imagines, tu exagères, tu veux me freiner. Et elle comprend alors que ce n'est pas une faute passagère, c'est un changement de scénario. Elle n'est plus dans le cadre. À la maison, les gestes deviennent automatiques, les mots rares, les silences épais. Les enfants sentent la tension, même si elle s'efforce de tout cacher. Et un dimanche, en le voyant partir précipitamment pour un déplacement imprévu, elle murmure presque pour elle-même qu'il n'est plus à eux, il est à l'image, parce que désormais, tout se joue devant les caméras. Nicolas n'est plus seulement avocat ou maire, il devient une figure montante de la droite française, protégé de Chirac, bientôt ministre, et pour cette ascension, il lui faut une compagne à la hauteur médiatique, visible, brillante, incarnant une modernité séduisante. Marie-Dominique n'entre plus dans ce récit, mais ce qui la blesse le plus n'est pas d'être quittée, c'est d'être effacée. Pas de mots à la presse, pas d'annonce officielle, juste un homme qui reconstruit sa vie ailleurs sans jamais clore celle d'avant, la laissant figée entre deux époques, épouse légitime en apparence, épouse inutile dans les faits. Et le soir, seule devant la télévision, elle le regarde serrer d'autres mains, sourire à d'autres femmes, pendant qu'elle se demande à quel moment il a cessé de la voir.
La séparation officieuse dure des années, presque une décennie de flottement, avant que le divorce légal ne soit prononcé en 1996. Et avec cette signature, Marie-Dominique n'entre pas dans la liberté, mais dans une nouvelle ère, celle de l'oubli programmé. Nicolas Sarkozy, désormais ministre, multiplie les apparitions publiques. À ses côtés, ce n'est plus elle que l'on voit, mais Cécilia, puis plus tard Carla. Et dans les biographies, les documentaires, les récits politiques, son nom disparaît, réduit à une note de bas de page quand il n'est pas totalement absent. Les journalistes reçoivent des consignes implicites. Inutile d'évoquer la première épouse, elle appartient à un passé inutile, à une époque avant la lumière. Et même les rares photos du mariage de 1982 deviennent introuvables, comme si elles n'avaient jamais existé. Marie-Dominique commence à se demander si elle a réellement existé dans l'histoire de cet homme. Et ce n'est pas de la paranoïa, mais une stratégie de storytelling politique parfaitement huilée. Nicolas Sarkozy se reconstruit une image d'homme neuf, énergique, affranchi des traditions, et elle, avec sa discrétion, son ancrage provincial, sa pudeur, ne correspond plus. Elle est la femme d'hier dans une communication tournée vers le demain. Dans son quotidien, l'effacement devient concret, moins d'invitations, des amis communs qui disparaissent, gênés, silencieux. On ne la salue plus dans les dîners où elle croisait autrefois le gratin politique, on l'évite dans les couloirs. Même ses fils, malgré leur loyauté affective, se retrouvent pris dans une dynamique où il faut choisir ou se taire. Un jour, elle ouvre un magazine consacré à la vie privée des présidents, des pages entières sur l'amour, la passion, les ruptures, et pas une seule ligne sur elle, la femme avec qui tout avait commencé. Elle referme la revue sans colère, avec un calme glacial, comprenant qu'elle n'est plus un chapitre, mais une rature. Et pourtant, dans l'ombre, elle résiste. Elle garde des lettres, des documents, des souvenirs précis, non pour se venger, mais pour ne pas disparaître totalement. Refusant d'être seulement l'ex, restant la mère de ses enfants, la première pierre d'un édifice politique bâti sur une histoire commune que l'on tente d'effacer. Pendant que lui grimpe encore, président de parti, ministre de l'Intérieur, futur président de la République, elle vit comme un fantôme politique, absente des récits, mais toujours présente dans les silences, dans les angles morts du pouvoir. Et les années passent, la douleur s'émousse, mais la cicatrice demeure vive, profonde. Longtemps, Marie-Dominique garde le silence par dignité, par peur du scandale, surtout pour protéger ses enfants, refusant d'être la femme qu'on plaint ou qu'on ridiculise sur les plateaux télévisés. Et pourtant un jour, en lisant un article sur les grandes femmes dans l'ombre des présidents, elle ressent un vertige. Encore une fois, elle n'y est pas. Même dans l'ombre, elle n'existe pas. Et c'est là que quelque chose change. Elle commence à écrire, pas pour accuser, pas pour détruire, mais pour se rappeler qu'elle a été vivante, qu'elle a aimé, qu'elle a construit. Et quand elle accepte enfin de parler, ce n'est ni pour la vengeance, ni pour le scandale, mais pour témoigner, calmement, posément, racontant ce que c'est d'aimer un homme qu'on ne reconnaît plus, ce que c'est de se taire pour protéger, puis de se perdre dans ce silence. Sa parole circule, touche, résonne, des femmes lui écrivent, la remercient d'avoir mis des mots sur ce qu'elle n'osait pas formuler, et son témoignage dépasse son histoire personnelle pour devenir quelque chose de collectif, une réflexion sur l'effacement des femmes dans les récits des hommes de pouvoir, et ne part surtout pas maintenant, car la partie 3 va montrer comment cette voix longtemps étouffée va transformer un silence individuel en mémoire nationale, et pourquoi cette histoire dérange encore aujourd'hui. Si tu veux comprendre jusqu'où peut aller l'effacement quand il devient une stratégie d'État, abonne-toi maintenant et dis-moi en commentaire, selon toi, qui écrit vraiment l'histoire, ceux qui agissent ou ceux qu'on choisit de montrer? Et es-tu prêt à entendre la dernière partie, celle que personne n'avait intérêt à raconter? Le silence, lorsqu'il dure trop longtemps, cesse d'être une protection et devient une prison. Et Marie-Dominique le comprend tardivement, presque trop tard. Au moment précis où elle réalise que se taire n'a pas seulement protégé les autres, mais elle l'a aussi peu à peu effacé d'elle-même. Pendant que Nicolas Sarkozy atteint les sommets, président de l'UMP, ministre de l'Intérieur, puis président de la République, son visage s'impose partout, dans les journaux, à la télévision, dans les livres d'histoire en train de s'écrire, et dans chacun de ces récits, il y a une absence criante. Une zone blanche soigneusement entretenue, celle de la femme qui a partagé les débuts, les fondations, les années sans caméra. Marie-Dominique observe ce monde tourner sans elle avec une lucidité douloureuse,
Elle n'est pas amère, elle est consciente. Consciente que l'oubli n'est pas accidentel, qu'il est organisé, structuré, presque rationnel. Car dans la grande narration du pouvoir, tout ce qui fragilise l'image doit disparaître, même si cela implique d'effacer des êtres humains. Elle continue pourtant de vivre, loin des palais, loin des projecteurs. Elle élève ses enfants, construit une existence discrète. Mais chaque fois qu'un documentaire, une biographie, une émission spéciale retrace l'ascension fulgurante de Nicolas Sarkozy sans jamais prononcer son nom, une question la traverse comme une lame froide. À partir de quand une vie devient-elle négligeable au point de pouvoir être supprimée du récit collectif ? Ce n'est pas la jalousie qui la ronge, ni même le regret, c'est l'injustice symbolique, cette violence douce mais persistante qui consiste à nier l'existence passée d'une femme parce qu'elle ne correspond plus au présent qu'on veut vendre. Lorsqu'elle publie enfin son livre, Ma vérité, journal d'une femme oubliée, elle ne cherche ni la polémique ni la réparation. Le texte est sobre, presque austère, sans attaque frontale, sans règlement de compte. Et c'est précisément cette retenue qui frappe, car elle n'écrit pas contre un homme, elle écrit contre l'effacement. Elle décrit les mécanismes, les silences, les glissements progressifs. Elle raconte comment on devient invisible sans jamais avoir quitté la scène. Le livre ne crie pas, il murmure, et ce murmure dérange davantage que n'importe quel scandale, parce qu'il oblige à regarder ce que l'on préfère ignorer. La manière dont les récits de pouvoir se construisent en choisissant qui mérite d'être vu et qui peut être oublié sans conséquence. Très vite, le témoignage dépasse son cas personnel. Des sociologues s'en emparent, des journalistes le citent, des écrivaines y voient le symbole d'un système plus large, celui d'un imaginaire politique profondément masculin où les femmes fondatrices sont remplacées, puis effacées, sans même une note de bas de page. Dans les écoles de journalisme, on commence à évoquer le cas Culioli comme un exemple de silence médiatique organisé. Dans les débats publics, on questionne la fabrication des biographies officielles. Et dans les foyers, des femmes reconnaissent dans ces mots leur propre histoire, celle d'un soutien constant devenu inutile dès lors qu'il ne servait plus l'image. Marie-Dominique reçoit des lettres, des messages, des confidences. Des femmes anonymes lui disent merci d'avoir osé dire ce qu'elles n'ont jamais pu formuler. Et elle comprend alors que sa parole n'est plus seulement la sienne, qu'elle est devenue un miroir tendu à toute une société. Lorsqu'on lui demande si elle attend des excuses, une reconnaissance officielle, un geste de Nicolas Sarkozy, elle répond simplement non. Parce qu'elle ne parle pas pour lui, elle parle pour elle, et surtout pour celles qui n'ont jamais eu la possibilité de parler. Elle refuse les plateaux trop bruyants, choisit ses apparitions avec soin, reste fidèle à cette dignité qui l'a longtemps enfermée, mais qui devient désormais une force. Son héritage n'est pas un cri de guerre, c'est une empreinte posée avec calme sur une mémoire trop longtemps masculine. Un jour, dans une émission, on lui demande si elle se sent enfin reconnue. Elle sourit doucement et répond qu'elle ne voulait pas être célèbre, seulement être entendue. Et dans cette phrase simple réside toute la puissance de son parcours. Pendant des décennies, Marie-Dominique Culioli a été la femme qu'on ne nommait pas, l'épouse effacée des récits officiels. Et en retrouvant sa voix, elle n'a pas détruit une légende, elle l'a complétée. Elle a rappelé que derrière chaque homme de pouvoir, il y a des vies qu'on a utilisées puis oubliées. Son histoire n'est pas seulement celle d'un amour brisé, c'est une allégorie de l'invisibilité, une question adressée à l'histoire elle-même. À qui avons-nous choisi de taire et pourquoi ? Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi pour continuer à explorer ces récits que l'on préfère cacher. Partage cette vidéo pour que cette mémoire ne retombe pas dans le silence et dis-moi en commentaire, selon toi, combien d'autres femmes ont disparu des livres d'histoire sans jamais avoir eu la chance de dire « j'ai existé ». Et garde cette question en tête, car la prochaine histoire montrera que parfois, ce ne sont pas les vainqueurs qui écrivent l'histoire, mais ceux qui ont enfin décidé de parler.